Nous allons commencer, je pense. Donc, bonjour à tous, je suis Catherine Machabert, responsable marché viticole à la direction opérationnelle internationale d'ADOC. Au nom de la Team France Export Occitanie, je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième session des rendez-vous Viti Export que nous organisons en partenariat avec vos interprofessions viticoles. Donc, brièvement, je vous rappelle ce que sont ces rendez-vous Viti Export. C'est 3 temps forts dans l'année, consacrés à l'international, qui vous sont dédiés spécifiquement et durant lesquels vous pouvez vous interroger sur votre démarche export, vos problématiques en la matière. Et les développeurs export de la Team France Export et de ses partenaires sont là pour répondre à vos questions et vos besoins. Le format, c'est donc 2 jours, un webinaire sur une thématique particulière la première demi-journée, puis après des rendez-vous avec les développeurs qui peuvent répondre à toutes questions sur votre démarche export. Avant d'aborder le thème de ce webinaire, sur les opportunités du e-commerce, donc qui est le thème de cette deuxième session, je vais présenter quelques chiffres sur les exportations de la région Occitanie, au regard donc des données 2021 qui ont été compilées. Voilà, donc sur cette première slide, il n'y en aura que 2, c'est très court, c'est une introduction. Donc, après une année 2020 qui a subi une baisse des exportations logiques de nos vins, en raison de la crise sanitaire, mais aussi d'éléments géopolitiques que vous connaissez, les taxes Trump, le Brexit, les exportations de vins de la région sur l'année 2021 affichent une augmentation en volume de plus 2% et en valeur de plus 4,7% par rapport à 2020. Une augmentation toutefois et quelque peu en dessous de certaines autres régions françaises. Les exportations en volume n'ont pas encore retrouvé le niveau de 2019, on est près de moins 4%. Et quant au niveau en valeur, il est presque atteint, une légère baisse, mais donc on peut quelque peu positiver en disant qu'on constate une valorisation de nos produits à l'export. Sur la deuxième slide, vous pouvez visualiser les 10 principaux marchés en 2021 de la région. Marchés, donc les vins AOC plus IGP. L'Allemagne est toujours notre fort débouché, notre premier marché, est un fort débouché pour les IGP, suivi des Pays-Bas, aussi bien en volume qu'en valeur. À noter que les niveaux d'exportation vers la Belgique, qui ont progressé de près de 10% en volume en 2021, dépassent ou repasse plutôt devant les volumes qui ont été exportés à destination du Royaume-Uni, qui chute quand même pas mal post-Brexit. Le Canada et les USA enregistrent des hausses importantes de nos exportations régionales, plus 19% par exemple pour les États-Unis, et ces débouchés restent devant la Chine qui, depuis 2020, est passée à la 7e place. Voilà, c'était bref sur ces 2 slides de présentation d'export. Allemagne, 22%, sur les top 10 en export en Europe. Pays-Bas et Belgique, 12%. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez couper vos micros, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Voilà, Estelle, je te passais la parole pour animer la... Merci beaucoup, Catherine. Donc, merci à tous d'être avec nous sur ce webinaire. Donc, voilà, si vous pouvez bien couper vos micros et vos caméras pour que ça puisse être bien audible pour tout le monde. Voilà, nous avons prévu des temps de questions-réponses à la fin de chaque intervention pays. Donc, en fait, si vous pouvez poser vos questions dans le chat et nous les lirons aux intervenants. Voilà, donc aussi pour vous indiquer que cet atelier est enregistré. Voilà, donc maintenant, merci beaucoup Catherine. Nous allons passer donc à la suite. Fonctionner. Voilà, donc maintenant, c'est Florian Servet de Business France qui est chargé d'études internationales au Pôle Agrotech qui va nous présenter le e-commerce, un zoom sur les boissons alcoolisées. Donc, bonjour. Oui,
Très bien, je vous remercie. Bonjour à tous. L'idée de la petite introduction que je vais vous faire, c'est mettre en avant les points saillants du e-commerce alimentaire et plus particulièrement les boissons alcoolisées, vous expliquer l'importance qu'a pris le canal en ligne au cours de ces dernières années. Cette présentation, elle se base sur une étude qui a été menée dans 30 pays, commanditée par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation et qui est disponible gratuitement sur notre site. Donc, je vais vous laisser commencer par quelques petits enseignements généraux, slide suivante, même celle d'après. Voilà. Donc en 2019, quelle était la situation du e-commerce alimentaire? On avait seulement 3,1% des aliments emballés et 3,7% des boissons alcoolisées, dans notre cas, qui étaient vendus en ligne. C'était extrêmement faible en comparaison de certains secteurs comme les vêtements, où on avait 11% des ventes qui étaient faites en ligne. Pourquoi? Principalement des raisons logistiques, une faible demande des consommateurs en ligne qui étaient plus habitués à l'achat en magasin et qui souhaitaient persévérer dans cette direction-là, et une grande distribution et des acteurs de la distribution qui étaient hésitants à investir dans un canal en ligne qui demandait beaucoup d'argent pour une demande assez faible. En 2019, on avait 145 milliards d'euros de ventes d'aliments en ligne faites sur Internet, mais c'est un chiffre assez trompeur puisqu'il y avait des disparités géographiques assez importantes, nord-sud évidemment, une certaine fracture du numérique, mais aussi d'un pays développé à un autre. Par exemple, dans le cas des vins, on avait 7,5% des ventes de vins qui étaient faites en ligne à Singapour contre 2,2% pour l'Italie. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Slide suivante. Nous avons eu la pandémie qui a précipité le développement du canal en ligne. Pourquoi? Essentiellement, tout le monde s'en doute, la nécessité d'une sécurité alimentaire que garantissait la vente sur ce canal. On a eu énormément d'acteurs qui se sont donc lancés dans la vente en ligne et un profil de consommateur qui s'est diversifié à tous les âges, tous les milieux et toutes les catégories sociales. Ce qu'on pouvait penser au début de la pandémie, c'est que ce phénomène, il était passager, mais en fait, c'est une tendance qui s'inscrit sur le long terme. On tablait sur une baisse des ventes en ligne, or la croissance a été au-delà de nos espérances. Par exemple, en 2011, on s'attendait à 11% de croissance pour les ventes alimentaires en ligne et nous en avons eu 21%. Il faut donc considérer ce canal de manière sérieuse au vu de l'importance qu'il est en train de prendre. En ce qui concerne les boissons alcoolisées, slide suivante et même celle d'après, qu'est-ce que l'on peut dire? En 2019, on vendait déjà, la part des ventes en ligne de boissons alcoolisées était déjà plus conséquente que celle d'autres catégories de produits alimentaires. Pourquoi? Parce qu'elle s'y prêtait bien, c'est-à-dire que le canal en ligne donnait une accessibilité aux produits qui n'était pas forcément le cas pour la vente traditionnelle. De manière concrète, c'est un consommateur qui ne peut pas acheter la bouteille qu'il souhaite chez dans la grande distribution ou qui n'a pas de magasin spécialisé à portée et qui va utiliser Internet pour acheter le produit qu'il souhaite. D'autant plus que ce produit aura une plus grande visibilité grâce à Internet. D'un point de vue de ces consommateurs en 2019, on était surtout sur des CSP+, et des personnes qui avaient une connaissance du vin assez importante. On était de 10 à 20% des consommateurs de vin qui achetaient en ligne. Qu'est-ce qui s'est passé avec la pandémie? Explosion de la croissance, plus 42% des ventes qui se sont faites en ligne, notamment avec la fermeture de la restauration. Et au plus fort de la pandémie, on a eu 40 à 50% des consommateurs de vin qui se sont mis à acheter en ligne. Qu'est-ce que ça représente d'un point de vue du chiffre d'affaires? Sur les 10 principaux marchés, c'est 24 milliards de dollars de boissons alcoolisées qui ont été vendues en ligne sur 10 marchés, et ces 10 marchés représentent environ 90% des ventes de vin en ligne. Dernière petite info, et après je vais laisser éventuellement mes collègues rentrer plus dans le détail. La vente en ligne de boissons alcoolisées n'est pas possible dans tous les pays, pour des raisons culturelles, évidemment, dans certains pays de confession musulmane
ou des raisons historiques. Les anciens pays, dans certains pays de l'ancien bloc soviétique où la consommation d'alcool était extrêmement régulée. Mais avec la pandémie, ces lois se sont progressivement desserrées et on peut s'attendre à ce que cette tendance se poursuive au vu de l'importance qu'a pris ce canal. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait, je rentre dans mes temps, je vais laisser mes collègues poursuivre. Merci beaucoup Florian et Merci Catherine donc, pour cette introduction. Voilà, et vous pouvez retrouver les études donc, sur le site de Business France. Donc maintenant, pour exposer donc plus concrètement ces opportunités dans le circuit du e-commerce, nous avons décidé de faire le focus sur 3 pays. Donc un premier pays dans l'Union européenne, voilà les Pays-Bas, avec différentes interventions. Un voisin européen, du coup, j'ai nommé le Royaume-Uni. Et enfin, une destination grand export, la Chine. Donc, pour démarrer, donc, nous avons donc le marché du e-commerce aux Pays-Bas. Ce sera donc une intervention qui va être présentée par Stéphanie Egelnoff de l'agence ADOC, qui est chargée de mission export, donc experte de la zone Europe. On aura aussi Michel Lenné de Business France qui est aux Pays-Bas, export donc vin, spiritueux et boissons alcoolisées. Et nous aurons aussi l'intervention de Hans Koumen, donc de Vivino, qui est manager pays pour les Pays-Bas et la Belgique. Voilà, donc Stéphanie, c'est à toi. Merci Estelle, bonjour à tous, ravie de vous retrouver ce matin. Effectivement, je vous fais juste la petite parenthèse avant de laisser la place aux experts qui sont sur place. On vous a préparé pour chacun des 3 marchés une petite photographie de notre positionnement des vins régionaux en fait. C'est quand même toujours intéressant de regarder comment ça se présente. Donc les Pays-Bas, marché incontournable, on l'a vu en préambule. Vous voyez par exemple, donc à chaque fois les slides sont construites de la même façon. Donc vous voyez que le sud-ouest est quand même par rapport au volume produit tout de même bien représenté sur ce marché. Ce n'est pas le cas partout, avec 20% des volumes exportés sur la totalité des vins d'Occitanie sur ce marché. Donc le reste c'est le bassin Languedoc-Roussillon. Vous avez également donc la répartition par AOP IGP. Alors là, en l'occurrence, on est sur une immense majorité d'IGP qui sont exportés de la région vers les Pays-Bas. Voilà, ça peut s'expliquer en partie par leur prédilection pour les vins de cépage aussi. Vous voyez donc les parts de marché parmi les vins français importés sur place. Alors là, c'est incroyable, c'est presque 2/3 des vins français importés aux Pays-Bas qui viennent de la région. On est à 62% de parts de marché. Donc, vous voyez, c'est vraiment un débouché phare pour la région. Ensuite, en bas, sur les 2 histogrammes, donc vous voyez l'évolution donc en volume et en valeur sur les 4 dernières années. Au niveau de nos exportations, donc vous voyez que depuis la crise, les volumes ont baissé. Il ne faut pas oublier que la crise est quand même passée par là. Néanmoins, en valeur, et ça c'est quand même une très bonne nouvelle sur un marché, on va se l'avouer, qui est quand même sensible au prix pratiqué, on a presque retrouvé le niveau d'avant-crise. Et comme l'a dit Catherine, et je clôture avec ça déjà, c'est le 2e marché pour la région. Ce n'était pas le cas historiquement, donc depuis quelques années, au rang de notre 2e débouché, aussi bien en volume et en valeur. Et je te laisse la place, Michel. Merci à tous. Bonjour à tous et à toutes et merci à ADOC d'avoir invité les Pays-Bas à se présenter aujourd'hui. Donc les Pays-Bas, c'est une royauté, comme vous le savez certainement. C'est un peu plus de 17 millions d'habitants, donc c'est un petit pays mais très peuplé.
avec un PIB relativement élevé, un des plus élevés d'Europe, une économie qui est stable, qui bien sûr a souffert de la crise comme tous les pays, mais qui se porte pas trop mal malgré tout. Donc le contexte est propice aux affaires. Les Néerlandais sont des gens curieux, qui sont des gens qui sont très ouverts au reste du monde et qui effectivement sont ouverts à des produits venant du monde entier. La langue des affaires, c'est bien sûr le néerlandais, mais également l'anglais. Les Néerlandais parlent parfaitement l'anglais. Je l'ai dit tout à l'heure, le PIB est donc est relativement élevé. Il a bien sûr là un petit peu baissé à cause de la crise, de la pandémie, puis également de la situation actuelle en Ukraine. Donc il y a quand même une récession qui est attendue, mais on espère que ça ne sera pas trop long et pas trop élevé. Par rapport au vin, donc les Néerlandais consomment en moyenne presque 20 litres d'alcool par an. C'est pas énorme, c'est en baisse puisque aux Pays-Bas, les Néerlandais consacrent beaucoup d'intérêt à leur santé et consomment moins d'alcool qu'auparavant. La bonne chose, c'est qu'ils consomment peut-être moins, mais ils consomment mieux. C'est-à-dire qu'ils achètent des vins plus qualitatifs, plus chers. Donc, ils font vraiment des choix par rapport à ça. Sur les 17 millions d'habitants, il y en a donc à peu près presque 10 millions d'adultes qui consomment du vin, dont une partie qui consomme du vin quotidiennement. Mais pas tous. Beaucoup de gens consomment le vin que le week-end, par exemple. Au niveau des catégories de vin, le blanc est un petit peu, la consommation de blanc est un petit peu plus élevée que la consommation de rouge, mais ça se vaut. La consommation de rosé représente environ 12% et c'est particulier vraiment à la période estivale, donc à partir, on va dire, des premiers rayons de soleil en avril jusqu'à fin septembre. Les Néerlandais consomment beaucoup de rosé et particulièrement beaucoup de rosé de Provence. Ils aiment les rosés à la couleur pâle et le goût des rosés de Provence, mais aussi des rosés d'Occitanie, heureusement. Les Pays-Bas, c'est le 7e importateur de vin en valeur et le 5e importateur de vin en volume pour les Pays-Bas. Et la France est le premier fournisseur de vin des Pays-Bas, ça depuis des années, mais il faut quand même être conscient que la concurrence internationale est énorme. Il y a des vins, bien sûr, d'autres pays limitrophes de la France, donc les vins d'Espagne, d'Italie, mais aussi beaucoup de vins du Nouveau Monde. Les parts de marché sont en valeur autour de 27% et en volume autour de 23%. La bonne chose, c'est qu'en 2021, les parts de marché en valeur ont augmenté de plus de 13%. Donc ça, c'est énorme. Voilà. On peut passer à la seconde slide. Voilà. Donc là, je vais vous parler rapidement du e-commerce aux Pays-Bas, puisque après, je vais laisser la parole à Hans, qui va vous parler encore mieux que moi du e-commerce aux Pays-Bas. Donc, les Néerlandais sont très connectés, mais jusqu'en 2019, on va dire jusqu'à la crise, ils achetaient pas énormément de vin en ligne. Ils achetaient énormément de vêtements, de chaussures, enfin d'autres biens de consommation en ligne, mais le vin, c'était pas assez courant, étant donné qu'aux Pays-Bas, nous avons beaucoup de supermarchés et beaucoup de cavistes. À proximité, il y en a toujours un, donc c'était pas une habitude très courante. Mais la pandémie a changé ce comportement. Puisqu'on a eu plusieurs confinements aux Pays-Bas et donc la restauration a été longuement fermée. Et même si les cavistes étaient considérés comme magasins essentiels et sont restés ouverts tout au long de ces confinements, la vente en ligne a vraiment bien progressé.
Et il existe désormais de nombreux sites de vente en ligne. Pratiquement tous les supermarchés en ont un, les cavistes en ont également, même les importateurs ont des sites de vente en ligne. Donc, ça a vraiment passé de 10%. Enfin, je n'ai pas les chiffres exacts parce que je n'ai pas réussi à les trouver, mais c'est des estimations. Et on dit que la vente en ligne a progressé entre 2019 et 2020 de plus 60%. Ceci dit, un grand nombre de consommateurs préfèrent quand même acheter leur vin en magasin. Au niveau des principaux acteurs de vente en ligne, donc il y a bien sûr Vivino, mais ça je ne vais pas en parler parce que je laisse Hans le faire. Les autres deux principaux acteurs, ce sont Wijnvoordeel. Alors c'est le leader de la vente en ligne qui a été créé en 1999. C'était la première plateforme de vente en ligne. Et qui se portent très très bien puisqu'ils ont vraiment progressé surtout depuis 2016. Ils ont 420 sur leur site des principaux pays et régions viticoles du monde. Et ils ont à peu près 450 000 personnes qui commandent régulièrement du vin sur leur site. Leur positionnement, c'est surtout les vins abordables, donc des vins au bon rapport qualité-prix. L'autre acteur, ça prête un peu à confusion parce qu'ils ont pratiquement le même nom. L'autre, c'est Voordeel Wijnen. Voordeel, ça veut dire bon marché, on va dire. Et cette plateforme a également un large assortiment de vins, dont une petite partie est présentée sur le site, mais il y en a d'autres qui peuvent être commandés en dehors du site en s'adressant au service vin. J'ai remarqué qu'ils se sont spécialisés, enfin les autres aussi, hein, mais ils ont de plus en plus des vins sans alcool, puisque c'est une tendance, et des petits formats de 187 millilitres à 375 millilitres, et beaucoup de coffrets cadeaux. Voilà, bon, je ne vais pas en parler plus longtemps parce que je préfère laisser la parole à Hans qui va maintenant vous parler de Vivino et du e-commerce en général aux Pays-Bas. Voilà, merci Hans, à toi la parole. Thank you very much. I will do this in English. I speak a bit French, but I prefer to speak in English so I can explain myself much better. I'm the country manager for Vivino in Netherlands and Belgium since 2018, but I also do the wine buying for the Vivino global platforms. So we sell wine in 23 countries. But we can go to the slides. I prepared some slides. I will make it quick. It's more about Vivino. Some of you we work already with, but for people that don't know us, the consumers have a big problem buying wine and selecting wine. So if they are in a retail shop or wherever, they have a problem selecting wine. So the founder, Heini, invented 11 years ago, an app to scan a wine, see what people think about it, consumers, not journalists or wineries, but what people think about it and what the price is and how to select it. In the world, there are a lot of wines. So this app helps the consumer find the wine in the shelf, in the restaurant, at home, or see what it is. We have now around 300 people working for us, and we sell wine, as I told you, in 23 countries, but you can use the app in the whole world. Next slide, please. So a quick keynote, 23 countries. We have 100 more users than in other wine platforms in the world. We are also a marketplace, so we have a lot of web shops that are connected to us. So that, like Michelle said, the Wijnvoordeel web shop is also connected to our marketplace. So we are kind of Amazon of wine. So in this way, we can offer a lot of wine. We only sell wine since around 5-6 years, and now are reaching $300 million of sales in the last year. We offer the consumer a lot of wine.
online. So we have the biggest supply in wine in the whole world at the moment. Next slide, please. So at the moment we have 56 million users, 2 billion scans we had so far in the last 11 years. 230 million people gave ratings, and we have 14 million different wines on the platform. So it's huge, and there are 240,000 different wineries shown in the app. Next slide, please. So the problem is wine is complicated, and Vivino make it very easy. Everybody uses the smartphones in high economies, like in the Netherlands. Almost everybody has an internet smartphone, and since the iPhone came in 2010, yeah, it's more easy to make a picture, scan it, and this was a very good timing to create the app. Next slide, please. So this is how it works. You take a bottle, you scan it. In the middle, you see how it's rated by people in the whole world, and in 2 clicks, you also can buy it on a platform. So this is a way so that we can offer wines to the consumer. Next slide, please. The way we work is that we sell wine. So that's one thing, but we also share data with wineries all over the world to see how your wines are sold in any market, how they are rated, how you are with your competitors, and we also do some branding. So in the app, there are possibilities to work on regional promotion or content, but also connected to wineries to be present in the world of Vivino. Next slide. This is what you can put in if you click through on any selection in the app. You can put in some stories or winemakers notes, and we have this for 14 million wines. So it's a huge database we can offer to any consumer. Next slide. This is a way you can do branding. We also do email campaigns. So if the Vivino users are using the app and, for example, scan wines from Occitanie, the algorithms work so well that we can offer them the wine that they like. So if you always scan Sauvignon Blanc from southern France, the app, the system recognizes this. If we have this wine in offer, it will send it one-on-one to the consumer instead of shooting with a hail. It's almost one-on-one communications. Next slide, please. We also work with regional organizations. Last year we did a Provence campaign in the Netherlands and Belgium, really targeted on a big group of 150,000 people that like that pale rosé that the Dutch people really love, like Michel told you. And this is a great opportunity to do this in the Netherlands, Belgium, but also on a global scale. Next, please. What we also do is with wineries is in-app polishing content and helping wineries to be more clear on the internet. People are looking for content. Next, please. Every scan that is done in the world by a consumer is geotagged, so we can exactly see where the wines are scanned by who and what. This is, for example, a wine sold from Italy in different countries, so we can deep dive into sales and scans and recognition. So what we know is we really know what the consumer is doing on a global scale and even local scale on exact location. Next, please. This is how we work. iOS, Android web. We do emails, campaigns, notifications, and like the advertisement. And next, please. We have the question was to sell wine in the Netherlands. It's possible through the importers. We have around 100 web shops in the Netherlands that are connected to Vivino. So on this way, we sell around 30,000 different wines at the moment in the Netherlands, and around 25,000 different wines in Belgium. In Belgium, we have 25 wine importers or web shops connected.
But we also have a global warehouse in the Netherlands, and from there we can do direct shipping to consumers. So we have our own inventory. We buy direct at wineries, but we also use a lot of wine importers in the Netherlands to offer as much as possible wine to the consumer. And on this, I think we know that on this way, we are the biggest company in the long tail in the whole globe that are offering wines to the consumer. Next, please. This was my short presentation. If you have any questions on specific local consumers, please ask. But the question was also to me what is our profile of the Dutch consumer, but for Vivino, we really look very different. We don't look if somebody is a man or a woman or at age, but really at algorithms profile based on scans. So we look at it from a very different perspective. And that makes, I think, the Vivino platform very different than a kind of standard wine e-commerce platform. So if you have any questions, please feel free to ask them. Merci beaucoup, Hans. Merci beaucoup aussi Stéphanie Guelnoff et Michel Lenné pour cette présentation du marché des Pays-Bas. Laurent, est-ce que nous avons des questions dans le chat? Bonjour à tous. Je voudrais vous rappeler pour poser des questions. Vous avez un bouton conversation dans la barre de menu que vous pouvez afficher pendant que les slides défilent, et c'est par ce biais qu'il faut poser des questions. Alors, je n'ai pas de questions, mais je prends l'occasion d'en poser une à Hans. Le marché online est devenu grand. Les stratégies sont pas tout à fait établies encore. Alors, est-ce qu'il faut considérer le online comme une activité stratégique à part entière, ou alors qu'on doit discuter avec ses importateurs? So the question is if we want to buy direct or via the importer, right? Exactly. Yes. So well, it depends. I think on the long run, we are interested in doing direct selling from producer to consumer, and even supplying the producer connections to the end consumer. So like in the US, we do direct winery to consumer, and we provide the platform. We also in France, for example, have I think Girard Bertrand is one of our partners selling direct in France market from the winery to the consumer using our platform and selling for consumer prices. So on the short term, yes, we work with importers. So also importers are connected as a web shop on our platform, and on this way we can offer a lot. But if you really want to do bigger volume, or even enter countries that you don't have an importer as a producer, so because we have access to maybe difficult market, that's a possibility. But we always try to do the best way to respect, and a lot of time, the contracts you have as a producer with your local importer, because when that's very strict or exclusive rights for big retailers, then yeah, that's done. But I think on the long run, the future will be that the producers will ship direct to the consumer. So, Hans, I have questions. Let's speak English because the questions are in English now. Yes. People are asking how they can connect with you to penetrate the market, and yes. Belgium market as well. And do you have interest in getting new clients? Yes, yeah, we are open for adding new clients, so also producers, but also web shops. And they can contact me because I can arrange this for Netherlands, Belgium, but also France, Switzerland, Denmark, even Sweden, UK, Ireland. So all the European countries that we sell wine are open for business, also a marketplace or for direct buying. I got a and question. How they can send me a mail, and afterwards, or I think
Okay, we're here for this purpose as well. So question is it possible to have the names of the hundreds web shops connected to Vivino? The 100 web shops is only in the Netherlands. So I think in global we have 800 web shops connected to Vivino, but in the Netherlands it's 100. I can share a link maybe later where you can, when you go to Vivino, to the website, because you have the app and web, if you go to the country in the settings, in top, then you see the language setting and country setting. So I think all of you are then on France, but if you then go to the Netherlands, you can see all the web shops. But I will send you a link later to find all these merchants very easy. Donc d'accord, on peut voir tous les web shops à partir du site. Yeah. J'ai une question en français, donc je la pose en français du coup. Il y a des gens qui aimeraient commencer l'export Pays-Bas ou l'Allemagne. Est-ce que vous pouvez être pour eux un vecteur? Est-ce qu'ils peuvent s'adresser à vous pour commencer l'export de vin Pays-Bas et en Allemagne? Yes, so how can you concretely start exporting our wine? Yes, so wine through you. Yes. Through you, yes. Then you just offer it to me and I buy it, put it in my warehouse and sell it. So it's very simple. Il propose une solution où il stocke le vin, il l'achète, il le stocke et il le revend. Donc il faut, encore une fois, comme il le disait, rentrer en relation avec lui directement. I got a question in English. What's your buying criteria at Vivino? Yes, that's a very good question. Just the ratings, also numbers of comments, and popularity of the wine. Yeah, what we do is now we offer a lot of wine in the Netherlands, like on the marketplace. That's 30,000 wines, but the consumer look for the best rated wines with a good price. So what we look for when I select a wine for an email campaign to put in my warehouse, I always select wines with a 4.0 rating or higher. It's around 90 point Parker, or that's a bit of the. You can see it in the app. This is the minimum limit for us to buy wine to put in the warehouse for email campaign, with 50 ratings minimum on the vintage. Alors, je répète en français pour que ce soit bien clair parce que c'est important. Ils prennent des vins, ils sont à minimum 4 étoiles, puisque tout le marché est présent. Donc, ils font des campagnes de pub, etc. Et il faut au minimum 50 commentaires. 4 étoiles pondérées par 50 commentaires et vous êtes un bon client pour eux. How can I contact you, Hans? Yes, what's your email? What's your email? Il va l'écrire. Nous vous enverrons la présentation de toute manière. Donc, dans la présentation, vous aurez les coordonnées des intervenants. OK. Est-ce que nous avons une dernière question, Laurent? Et après, on passe à la partie suivante. Alors, is there a mistake? N, yeah, there's a mistake. Yeah, sorry. Alors, c'est pas la bonne, hein? Il manque un N. Hein? C'est H-A-N. Voilà. Pour ceux qui ne peuvent pas attendre la fin de l'intervention, ça sera rappelé dans la présentation qui vous sera distribuée. Hein? Je vous rappelle qu'il y aura aussi un replay. On peut prendre une dernière question si vous voulez. Oui. We also have a country manager in France, so I think some of you have contact with him. So what we do is we buy central. So if you already have contact with my colleague in France, is Paul Guillaume. He's situated in Bordeaux. But because I'm an old guy in the wine business, I have a lot of contacts as well. All right, so, and he's open to all countries, right? Yes, yeah. And when you do business with us, you can also say, okay, I want to do business with Vivino, but I don't want to do, for example, UK because I have a very strict contract. Just open. If you communicate very simple and open, it's no problem. So this contact, please, could you write it down because it's not going to be on the presentation we're going to transfer to everyone. So, alors là, il donne le nom d'un contact. Il va écrire son adresse email, qui est un contact chez Vivino basé à Bordeaux en France et qui est un contact utile pour tout pays Vivino. So, meanwhile, I have another question in English. What is mainly the demand from your customers online for French wines? Premium, appellation. Well,
The biggest volume we sell is, of course, it's like in the whole world, affordable price, especially in the Netherlands. Like Michelle said, we like entry-level price. I think we are one of, after Germany, the most lowest average price country in the world for selling, or Europe. It's a reputation. It's our reputation. Yes, we are cheap people, but they like the bargain. But so yes, we have a big business. demand for we have a big demand for monocépage, the southern French wines like this. Yeah, the Sauvignon, Chardonnay, Merlot, Cabernet. This is what we love to sell for an affordable price. But online, it's more expensive to distribute. So the cost from the warehouse to the consumer is around, it depends a bit on the situation, between 1 or 2 euros. So that makes the wine more expensive. So, il rappelle que la réputation des Hollandais, c'est d'être très aiguisés en affaires. Donc, il y a forcément une appétence pour les vins où ils peuvent prendre de la marge. Sinon, en consommation, ils aiment les vins de cépage. Ceci dit, on a vu tout à l'heure que l'augmentation était assez forte sur la valeur aussi en ce moment. Yes, but we also sell a lot of premium wines because of our algorithms. Alors, I know who is buying Petrus and Romanée-Conti. So we sell Romanée-Conti on web shop, but also entry level Vin de France or Vin d'Europe. We sell everything because the algorithms finds the right customer. So that's really funny. In my country, every day I offer 5 different wines in an email campaign, going to 5 different segments, and that's every day a wine around 6, 7, 8 euro minimum, up to 250 euros a bottle. But the volumes of the exclusive wines are of course smaller, but we sell everything. Bon, on se rappelle que c'est un peu l'Amazon du vin et leur algorithme permet de trouver tous les consommateurs. Donc, ils vendent du Romanée-Conti, ils vendent les entrées de gamme, ils vendent très haut de gamme. C'est pas un problème. Je vous rappelle que l'algorithme, ce qu'il cherche à en faire sortir, c'est des vins à 4 étoiles avec minimum de 50 commentaires. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Non, là, on va continuer. On pourra la prendre peut-être à la toute fin, puisque du coup, on va continuer avec... Donc, oui. le marché du e-commerce au Royaume-Uni. Voilà, donc pour cette intervention, nous allons avoir 3 personnes qui vont nous présenter donc, ce marché du e-commerce. Donc, il y aura Claire Proton de Business France, donc, qui est chargée d'export vin, bière et cidre. Il y aura aussi Sébastien Duboulet de la Maison de la Région à Londres, qui est Promotion Manager. Et nous aurons aussi l'intervention de Sarah Everden, de Direct Wines, donc Late Waits, qui nous présentera aussi voilà, ses achats. C'est à vous. Merci Estelle, bonjour à tous. Alors pour commencer, je voulais juste rappeler que le Royaume-Uni, c'est un marché qui reste un marché incontournable et qui est un marché qui importe près de 100% de ses vins. Donc c'est énorme et même si on entend beaucoup parler de la production de vin au Royaume-Uni, ça reste tout petit comparé à la consommation de ces derniers. Donc le Royaume-Uni est et restera un marché incontournable au niveau des importations de vin. Prochain slide. Merci. On est sur un marché au Royaume-Uni qui est un marché mature. Donc, on voit que la consommation est en stagnation, voire même en légère décroissance. Cependant, on constate qu'on a des niches en croissance, notamment sur tout ce qui est vin bio, vin vegan, vin naturel, qui séduisent notamment les consommateurs plus jeunes. On voit également que tout ce qui est vin rosé a le vent en poupe. Les vins rosés ont le vent en poupe. C'est également tout ce qui est vin no-low. Donc, les no-low, en fait, ce sont les vins sans alcool ou à faible teneur en alcool qui surfent notamment sur la tendance bien-être. Tout ça, c'est en croissance et il y a une demande de la part des consommateurs à ce niveau-là. Et également, tout ce qui est vin effervescent, ça, c'est vraiment les grandes tendances qu'on constate sur le marché en ce moment. Prochain slide. Merci. Donc, on est sur un marché mature et qui importe donc près de 100% de ses vins, donc un marché extrêmement concurrentiel. Donc, c'est pas facile pour les vins français.
Malgré la concurrence très rude, on constate cependant que les vins français conservent dans l'ensemble une place de choix et qu'ils restent en valeur le premier fournisseur du Royaume-Uni et en volume, c'est le 3e fournisseur. Prochain slide. Merci. Le Royaume-Uni, c'est vraiment un marché où le e-commerce est un circuit de distribution qui est très développé. Rappelons d'ailleurs que le Royaume-Uni, c'est le 3e marché mondial du e-commerce et c'est le premier en Europe. Prochain slide. Merci. Donc, un élément qui est intéressant de constater au niveau du profil type de consommateur e-commerce au Royaume-Uni, c'est l'effet en fait que la pandémie a eu sur le profil de consommateur. On avait en fait pré-Covid déjà, comme on l'a vu, un e-commerce qui était très développé, mais la pandémie a vraiment participé à une démocratisation de la consommation de vin en ligne, puisque avant on avait des foyers plutôt jeunes, des consommateurs plutôt jeunes qui consommaient, mais on a vu qu'en fait la pandémie avait poussé les plus de 65 ans à consommer en ligne et à acheter du vin en ligne. On avait traditionnellement plutôt des foyers aux revenus élevés qui achetaient du vin en ligne, mais les foyers aux revenus plus faibles l'utilisent de plus en plus, et traditionnellement des foyers qui étaient plus urbains, mais maintenant on voit que c'est plus d'une personne sur 2 en campagne qui l'utilise. Prochain slide. Donc le marché du e-commerce du vin au Royaume-Uni, c'est vraiment énorme, et c'est sans surprise puisque le vin, c'est un secteur très dynamique au Royaume-Uni, et le e-commerce aussi, donc c'est un peu une addition de 2 secteurs qui marchent bien. Les ventes de vin en ligne représentent plus de 10% des ventes totales de vin au Royaume-Uni. Le vin, c'est également la boisson alcoolisée qui est la plus vendue en ligne, donc comparé notamment aux spiritueux ou aux bières cidres qui sont encore un peu derrière. Le vin possède plus de 50% des parts de marché. C'est un secteur qui représente près de 400 millions de livres sterling en 2020, et c'est un secteur qui est encore en pleine croissance. Les prévisions sont d'une croissance de 7% sur les 5 prochaines années. Ce qui est également intéressant de noter, c'est qu'on est sur un secteur qui est très atomisé, avec 4 acteurs principaux qui possèdent 42% des parts de marché. Et je vais d'ailleurs laisser Sébastien vous en dire un peu plus sur les opérateurs qui sont présents sur ce circuit de distribution. Merci. Merci Claire. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous rappeler les chiffres des exports des vins de la région Occitanie au Royaume-Uni. Donc, c'est des chiffres de sortie de douane. Tout d'abord, les vins d'Occitanie, c'est 21% de part de marché. Alors, c'est une part de marché qui est moins importante en 2020, en 2021 que les années précédentes, où on était plutôt autour de 30-33%. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a une baisse assez importante en 2021, qu'on pouvait voir dans les 2 graphiques en bas, aussi bien en volume qu'en valeur, à une baisse de quasiment 32%. Pourquoi cette baisse? En fait, on peut estimer qu'en 2020, les importateurs ont surstocké les vins de la région en prévision du Brexit et les problèmes liés qu'ils prévoyaient pour le Brexit. Donc, ils ont surstocké et écoulé les stocks en 2021. Il y a aussi l'effet Irlande où il y a beaucoup de vins qui étaient importés en Irlande qui passaient par le Royaume-Uni et qui maintenant vont directement en Irlande. Donc, une baisse, mais la baisse, en fait, a plusieurs caches une réalité un peu différente au niveau des AOC et des IGP. La baisse est beaucoup plus prononcée sur les IGP. Par contre, les AOC, en fait, s'en sortent plutôt bien. Et on a des progressions en fait sur les AOC du Languedoc ou les AOC du Sud-Ouest. D'ailleurs, les AOC c'est un tiers des ventes, du monde des exportations au Royaume-Uni, donc c'est surreprésenté par rapport au chiffre de la production. Next slide. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet sur l'e-commerce au Royaume-Uni. Alors, désolé pour le graphique qui n'a pas tous les chiffres.
On peut segmenter le marché en deux catégories différentes. Hein, d'une part, le camembert bleu des magasins traditionnels qui représentent à peu près 74% des ventes. Et les magasins qu'on appelle pure player, donc qui n'ont pas de magasin en propre mais qui sont que sur Internet, qui représentent à peu près donc 26-25% des ventes. Ce sont des chiffres en fait des ventes de commerce alimentaire, donc c'est pas que le vin, donc il y a tout pris en compte. On n'a pas que les chiffres, on n'a malheureusement pas que les chiffres vin. Donc dans les magasins traditionnels, c'est les enseignes de grande distribution. Donc on a Tesco, Sainsbury, Asda et Morrison qui sont les Big Four. Et Waitrose qui est un supermarché à peu près qualitatif. Il manque Marks & Spencer. Pourquoi? Parce que en fait, Marks & Spencer a fait un deal avec Ocado et vend ses vins à travers Ocado. Ensuite, dans les magasins traditionnels, on a deux enseignes qui sont Majestic et Hot Beans. Majestic, une grande chaîne de magasins spécialisés avec un peu plus de 200 magasins. Et Hot Beans, beaucoup plus petit avec une bonne vingtaine de magasins. Dans les pure players, en fait, on a fait un amalgame entre les vrais pure players qui sont Ocado, Naked et Virgin Wine, qui sont des purs magasins en ligne qui se sont construits à travers les années. Et on a rajouté The Wine Society et Les Suez. Alors, on peut ne pas être d'accord avec ça, mais c'est quand même et ce sont des ventes qui sont soit en ligne, soit par catalogue. Donc, on les amalgame avec le e-commerce. Et ensuite, vous avez les marketplaces. Dans la marketplace, je ne vais pas représenter Vivino, hein, qu'on a eu une bonne présentation tout à l'heure, mais on a aussi d'autres marketplaces comme Bidwine, OneBuyer ou Cellarlink. OneBuyer ont eu des difficultés financières, donc je pense qu'il faut faire un peu attention à eux si vous avez des demandes de leur part. Next slide. Alors, je voulais vous présenter rapidement qu'en fait, les circuits de distribution, l'idée c'est d'identifier le parcours que peut prendre votre vin pour identifier en fait les meilleurs interlocuteurs. Le marché et les circuits de distribution peuvent être complexes. Donc pour la grande distribution, les marchés traditionnels, finalement, le e-commerce ne va pas changer grand-chose et vous allez passer en général par un importateur qui soit spécialisé on-trade ou off-trade. Ou par des agents si vous passez par la grande distribution. Pour tout ce qui est du pure player, vous allez en général passer en direct. Donc les Suez, Ocado, The Wine Society passent généralement en direct, surtout pour les producteurs européens. Les marketplaces, on l'a vu avec Vino, peuvent évidemment donc acheter en direct, mais souvent passent par des magasins ou par des importateurs locaux. Next slide. Donc maintenant, on va rentrer un peu dans regarder les poids des différents acteurs. Alors, les chiffres que j'ai sont un peu différents de ce que Claire a montré juste avant. Là, on dit que le marché est très concentré, mais en fait, c'est une concentration donc, au niveau de l'agroalimentaire. On n'a pas les chiffres, du moins nous, on n'avait pas les chiffres sur les ventes de vin. Donc sur le marché agroalimentaire en ligne, les ventes sont vraiment concentrées avec 4 distributeurs qui représentent quasiment 70% des volumes. Donc dans les 4 premiers, on a les 3 gros des supermarchés, donc Tesco, Sainsbury et Asda. Tesco qui est un supermarché qui représente le bon rapport qualité-prix, avec 30% de part de marché, qui est donc surperforme par rapport à ces magasins où ces magasins sont plutôt aux alentours de 25%. Sainsbury, c'est plutôt un peu plus cher, avec aussi pareil il surperforme par rapport aux magasins où normalement sa part de marché plutôt de 12-13%. Sainsbury est à côté plus éthique et vend des vins un peu plus durables. Asda, c'est vraiment l'entrée de gamme et une part de marché de 12%. Et en 4e position, donc on a Ocado, qui est normalement qui est donc un pure player et qui vend des vins surtout de Marks & Spencer. Donc Ocado a bien performé en 2021, un peu moins que les autres. Et là aujourd'hui, depuis sur les 3 derniers mois de l'année, 3 derniers mois, donc de décembre à février, on a Ocado qui est plutôt en baisse d'environ 5-6%, parce que les consommateurs reviennent à leurs habitudes et reviennent dans les magasins. Ensuite, dans les autres... non, j'ai pas fini.
Vous pouvez revenir en arrière? Voilà, merci. Ensuite, on a donc les autres, hein, Waitrose, Morrison, etc., qui sont d'autres acteurs d'autres enseignes de supermarchés. Au niveau des pure players, je les ai mis à droite dans la progression à droite avec Lessways, One Society. Excusez-moi encore il y a un petit problème d'affichage, mais on a donc Lessways, One Society, Naked Wine, Virgin Wine dans l'ordre. Donc on remarque qu'en 2020, ils ont tous bien progressé. Les SEOs un peu moins, mais parce qu'ils sont partis d'une base beaucoup plus importante. Hein, c'est les premiers dans les enseignes pure player, mais Sarah va nous préciser un peu plus tard. Virgin Wine, c'est une enseigne qui aussi a eu des difficultés en 2021 avec des ventes et des clients plutôt en baisse, mais qui reprend un peu du poil de la bête en ce moment. Et Naked Wine a aussi évidemment bien progressé en 2021 avec ils apportent surtout des producteurs, des petits producteurs indépendants. Next slide. Alors, je voulais vous parler des points de vigilance ou quelques conseils pour bien aborder le marché UK. Quand vous allez prospecter, il faut vraiment avoir un unique selling point, plus qu'un point de différence, une proposition unique pour vos produits. Surtout sur Internet où votre produit est perdu au milieu d'autres et il faut justifier que l'acheteur justifie pourquoi il va mettre votre produit plus qu'un autre. Donc, il faut vraiment qu'il ait un besoin. Donc, il faut que vous répondiez à ce besoin. Et donc, pour ça, il faut bien étudier vos prospects, repérer les besoins et essayer d'arriver avec une proposition concrète pourquoi votre prospect a besoin de votre produit. Est-ce qu'il est bio? Est-ce qu'il a le prix et le bon prix? Est-ce que c'est une appellation qu'il n'a pas, etc. Ensuite, pareil, de la même façon, donc comme il n'y a pas de conseils sur Internet, votre produit aussi a besoin d'un marketing encore plus poussé, donc une étiquette encore plus impactante, et puis surtout une communication marketing de votre part qui va aider votre acheteur, votre détaillant à vendre mieux, donc c'est-à-dire une communication sur Instagram ou un site internet avec des fiches produits, ou même des vidéos, donc des outils que votre magasin va pouvoir mettre en avant et aider à vendre. Ensuite, il faut faire attention, donc les ventes sur Internet, c'est bien, mais il peut y avoir des coûts cachés, des coûts de référencement, des coûts de stockage, des coûts de certification quand vous vendez à grande distribution, et puis aussi évidemment des coûts de non-paiement, parce qu'il y a beaucoup de petits détaillants qui voient le jour, mais qui n'ont pas forcément la santé financière et qui ne payent pas. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Et dernière chose, avoir une stratégie prix vraiment cohérente, parce que si vous vendez sur Internet et vous vendez aussi en même temps à d'autres importateurs qui vendent des magasins, il faut que votre prix ne soit pas ne cannibalisent pas le prix de vos importateurs qui vont appliquer une marge et donc vos vins vont avoir un prix plus élevé chez des magasins. Donc, il faut bien avoir une stratégie prix vraiment cohérente. Voilà, donc c'était rapidement sur le marché anglais, un marché passionnant mais exigeant. Et maintenant, je laisse la parole à Sarah Everdeen qui va vous parler de la société Lessways et Derek Wine. Merci. Merci Sébastien et bonjour à tous. Tout d'abord, merci à l'équipe Team France Export et la région Occitanie pour l'invitation d'aujourd'hui. Je suis ravie d'être parmi vous. Je sais que vous avez le fonctionnement à chat en bas, donc n'hésitez pas à poser des questions et ce sera avec plaisir de répondre après la petite présentation que je vais faire aujourd'hui. Pour commencer vite fait, une petite présentation sur moi-même. Je suis une acheteuse pour le groupe Direct Wines, aussi connu sous le nom Laithwaite, que je vais expliquer juste après. Je suis un des acheteurs parmi 8 personnes dans l'équipe aux achats. Moi, j'achète des certaines régions de la France, Provence, Champagne, Alsace, Beaujolais et la Loire. Et je commence cette année à acheter aussi des vins de l'Espagne. Donc voilà, avant mon parcours, j'habitais à Montpellier, de la raison pour laquelle je me débrouillais de parler en français.
Donc voilà, pour résumer, on peut passer à la prochaine slide peut-être, tant que je parle, merci. Pour résumer, Direct Wines, c'est le nom qu'on prenne sur notre échelle internationale parce que nous n'avons pas uniquement une activité sur le Royaume-Uni, mais nous avons aussi à peu près le même modèle ou similaire sur des États-Unis, Asie, et nous avons aussi une équipe des commerciaux qui pouvons aussi prospecter d'autres pays, notamment en Europe. Mais le nom Late Wait, c'est le nom de la famille. Nous sommes une structure familiale, une activité qui date d'il y a 52 ans, lancée par monsieur Tony Laithwaite. Et voilà, c'est une histoire de passion dans le vin. Et nous sommes spécialisés vers la vente auprès des particuliers. Donc, le tout début de l'histoire, c'est que Tony Laithwaite était en France, à Bordeaux, et il voyait qu'à cette époque-là, il y avait certaines notions de fraude sur le marché, sur le Royaume-Uni, et il voulait transporter les vins directement du pays et directement aux consommateurs. Donc, sur la prochaine slide, vous voyez là, c'est la partie, enfin, juste pour revenir vite fait, pardon, la slide d'avant. Deuxième partie, qui s'appelle Our Brands. C'est vrai, face aux consommateurs sur le Royaume-Uni, nous sommes connus sous le nom de Laithwaite, mais en fait, au tout début de l'histoire, Tony Laithwaite a écrit une lettre à un des principaux journaux de le Royaume-Uni qui s'appelle The Sunday Times Wine Club. Et du coup, de là, il y avait un club de vin qui était formé au travers de ce journal. Donc aujourd'hui, nous avons notre club du vin de Laithwaite, mais nous avons aussi le club de vin pour le Sunday Times Wine Club. La troisième partie que vous voyez voir là, c'est le nom de Avery's. Ça, c'est une filière basée à Bristol. Donc, c'est plus régional. Et c'est aussi une structure familiale qui a été rachetée par la famille Laithwaite il y a plus de 10 ans, qui, dans la même idée, spécialise vers des ventes auprès des particuliers. Donc, juste avant de passer à la prochaine slide, aujourd'hui, je vais focaliser sur les aspects de online, en ligne, qui est quand même une partie de notre modèle très important aujourd'hui et qui se développe de plus en plus. Mais une des choses que je voulais un peu aborder aujourd'hui, c'est que une des choses que nous faisons, nous, c'est vraiment d'avoir une sorte de stratégie et une offre sur le marché qui est multicanaux. Donc, en fait, quand je parle de communication, je parle vraiment des différentes façons de s'adresser aux consommateurs sur le Royaume-Uni. Et sur le modèle Direct Wines, ça se réplique sur le monde entier. Donc, voilà, pour faire un peu plus d'un zoom sur le Royaume-Uni, nous pouvons passer sur la prochaine slide. Quelques d'autres marqueurs clés, c'est que la société, ça s'est grandi d'un tout petit magasin géré par Tony Laithwaite et sa femme Barbara Laithwaite à l'époque. Mais aujourd'hui, du monde entier, nous avons à peu près 1000 salariés. De la plupart, à peu près 50% est la partie Royaume-Uni. Juste pour donner une idée un peu de la balance, le modèle, ça s'est évolué comme vous voyez dans les temps. Donc aujourd'hui, sur le Royaume-Uni, nous avons 567 000 consommateurs clients. Quand on les appelle clients, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont acheté par nos différents canaux, pas uniquement sur offre et dans les 3 derniers mois. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui nous connaît et qui est en train d'acheter nos vins d'une façon régulière. En fait, cette slide, je l'ai faite en 2020, donc c'était vraiment notre numéro 1. C'est notre année la plus forte qu'on a vue depuis les 52 années d'existence. Une année de Covid sur laquelle je vais parler un peu plus en détail par la suite. Donc voilà, sur l'année 2020, nous avons expédié plus que 4 millions de caisses de notre entrepôt. Vous voyez là une petite photo de notre entrepôt qui est à Gloucester, c'est au centre d'Angleterre. C'est un bonded warehouse,
ce qui nous permet de pas uniquement stocker et revendre directement sur le circuit courrier de nos clients à leur porte à eux. Mais quand c'est bonded, ça nous permet aussi de faire toute une partie de notre activité fine wine avec les achats inbound, les campagnes en primeur, etc. Une autre petite ligne, c'est que justement, nous avons travaillé un peu sur notre connaissance sur le marché. Nous avons estimé qu'aujourd'hui, la côté online, autant que d'autres, mène de plus en plus de concurrence d'acteurs. Nous souhaitons garder notre connaissance. Donc, nous faisons les campagnes télé. Nous faisons aussi des événementiels pour le moment en ligne parce que dans le passé, on était connus pour nos événements en live. Par exemple, on menait un événement sur Londres le mois de mai qui a attiré 6000 personnes dans 2 jours. Donc, c'était vraiment l'occasion de ramener les clients, mais aussi de les mettre en contact directement avec nos producteurs. Donc, je ne sais pas si ça commence un peu de se voir lors de la présentation, mais sous le nom Direct Wines, ce que nous adorons justement, c'est de montrer qu'est-ce qu'ils font nos partenaires producteurs et de les montrer directement à nos clients en Angleterre. Donc, voilà, si on passe à la suite. Oui, donc année 2020, c'était une année vraiment exceptionnelle de nous, surtout sur le Royaume-Uni. Pour donner un peu un ordre d'idée, nous avons acquis plus que 200 000 clients de plus parmi cette année. Si vous imaginez, tu sais arrêter un peu du jour au lendemain avec le Covid. Nous avons mis en place des choses très réactives afin de continuer notre service et notre livraison aux clients. Donc, nous avons vu vraiment une croissance très, très forte au travers du canal online aussi. De 2019 à 2020, nos ventes online ont carrément triplé. Donc, nous avons vu vraiment une accroche beaucoup plus forte qu'avant ce canal-là. J'ai mis cette slide-ci juste pour montrer à quel degré on regarde un peu les détails et on regarde aussi le ciblage de comment on présente les vins aux différentes personnes. Donc, surtout cette année, la nerf de la guerre, c'est vraiment la consolidation. C'est de continuer en bonne voie et c'est de garder toutes ces nouvelles personnes que nous avons acquises pendant la période Covid. Donc, ici, c'est juste quelques exemples. C'est le type de clients que nous voyons aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que justement, quand on achète un vin, on est beaucoup dans la réflexion de qui on s'adresse, comment ils vont aimer et comment on envoie vraiment à la bonne personne avec le bon message. Donc là, c'est juste 3 catégories sur lesquelles on se focalise. Donc, Eager Explorers, Core Heartlanders et Premium Enthusiasts. C'est vrai que pendant la période Covid, nous avons vu quand même des tendances très intéressantes. Historiquement, nous avons eu vraiment une accroche parmi nos clients des vins assez puissants, parfois avec des degrés d'alcool assez élevés, et principalement des rouges. Nous avons aussi, historiquement, nous avons eu une clientèle un peu plus âgée, plutôt qui dépasse parfois les 50 ans. Avec la COVID, nous avons eu et reçu vraiment la nouvelle génération qui achète les vins plus frais. Nous avons vu aussi une croissance sur les vins blancs qui était assez important. Et ça, c'est une trame qu'on continue vraiment à suivre toujours avec ces notions de ciblage quand je parlais un peu de tout à l'heure. Nous avons vu aussi que les gens, voyant qu'ils étaient enfermés à la maison, ils commençaient de se faire plaisir à la maison, c'est-à-dire de monter un peu en gamme, en valeur, et aussi ce qu'on appelait d'être plus exploratif, c'est-à-dire que les gens ont été plus ouverts à d'autres styles que nous n'avons pas vus forcément dans le passé. Donc, avec tout ce qu'on a pris de cette période, aujourd'hui, on essaie de vraiment garder ça en place, de consolider, fidéliser ses clients et continuer vraiment en une bonne voie, malgré certaines barrières qu'on voit un peu d'aujourd'hui, qui a forcément joué un peu sur les tendances d'importation, notamment le Brexit, qui mène quand même à des
et aussi la situation économique, politique qu'on voit d'aujourd'hui. Sarah, je suis désolée, on arrive à la fin du timing pour la partie Royaume-Uni, je suis désolée. Non, c'était difficile de tout faire. Vous voulez que je donne juste quelques exemples peut-être de conseils de ce qui pourrait attirer nos listings? Ça serait super. Ouais, donc je pense que Sébastien et Claire, vous avez déjà abordé vraiment des points clés et des choses importantes. C'est vrai que le Royaume-Uni, c'est un marché mature sur lequel il y a beaucoup de concurrence. Donc, nous cherchons vraiment quelque chose de unique, quelque chose de point de différence sur lequel on peut, entre guillemets, motiver nos clients de réagir et trouver quelque chose d'extra qui fait rêver. Voilà, c'est ça qu'on cherche. Bien entendu, il faut des bons marqueurs autant que l'offre, une offre compétitive et un style commercial aussi qui donne la facilité à nos clients. Nous avons détecté que le premier mot-clé pour nos clients, le mot préféré, si vous voulez, c'est smooth. Et un des mots qu'on voit que s'arrêter à des mauvais commentaires parce que tous nos ventes sont notées, c'est le mot dry, sec. Donc, juste quelques exemples pour garder. Les slides que je n'ai pas eu le temps de faire, c'était juste de rentrer plus dans des détails par rapport à nos canaux. Parce qu'à part de côté online qui a triplé, tout est en support d'autres communications. Dans un catalogue physique, t'as les sales wine advisor au téléphone, 10 magasins, à part d'autres clubs et d'autres plans, c'est-à-dire des clients qui s'inscrivent en tant que club et ils reçoivent des caisses mensuelles chaque semaine comme ils veulent. Donc voilà. Peut-être que nous avons des questions, Laurent? Oui, tout à fait, Estelle. Alors, Sarah, nous avons Anne McCall qui demande si vous êtes intéressé aussi par des spiritueux, puisqu'eux, ils fabriquent du gin artisanal, par exemple. D'accord, oui. Donc, du coup, nous avons aussi la catégorie des spiritueux et de la bière. On s'interroge toujours sur ces catégories afin de les développer. Donc, voilà, nous avons un acheteur à part qui gère cette catégorie. Aujourd'hui, la gamme se développe. Nous trouvons un peu qu'on voit sur des champagnes une certaine besoin de notoriété et les arguments de vente, c'est tout. Mais oui, c'est une catégorie qu'on fait aussi. Très bien. Alors, une deuxième question. Est-ce qu'il y a un volume minimum pour commencer à exporter avec vous, j'imagine? Oui, c'est une question très large en fait. Bien entendu, c'est en fonction de positionnement du vin. Dans notre catégorie de fine wine, sur les allocations, on peut commencer avec des tout petits volumes. Après, ceci dit, aujourd'hui, avec les barrières de Brexit et tous ces coûts qui sont liés là-dedans, parfois, il faut quand même un certain volume pour justifier l'achat, pour que ça soit finalement rentable. Chaque communication qu'on fait, que ce soit un emailing, que ce soit dans notre catalogue physique, peu importe qui soit, il faut quand même un certain volume pour accompagner la vente. C'est pas la peine qu'on achète et après on en manque parce qu'on veut quand même donner une certaine satisfaction aux clients. Ça, c'est une partie que je n'ai pas eu le temps de couvrir aujourd'hui aussi, mais nous avons une service clientèle très puissante. C'est très important pour nous. On est noté là-dessus, donc il faut toujours donner la satisfaction aux clients. Donc, la question dépend vraiment du vin. Ça peut être des tout petites quantités jusqu'à très gros. D'accord, donc à discuter. Combien de fournisseurs avez-vous aujourd'hui? Ouais, ça c'est une bonne question. Tu peux confondu, du coup, je sais qu'au nombre de lines, ça c'est chaque vin, nous avons plus que 2000 vins différents. Normalement, nous essayons quand même de créer des partenariats, c'est-à-dire que normalement, quand on travaille avec quelqu'un, on essaie d'acheter plus qu'un seul référence. Donc, on doit dépasser vraiment des centaines de partenariats facilement. Hein. Ouais, je n'ai pas le chiffre exact. Alors, j'ai quelqu'un qui fait de la blanquette de Limoux qui nous demande comment est le marché des vins à bulles et est-ce que la demande concerne les AOP ou pas?
Oui, bonne question. Si on s'interroge surtout sur la catégorie du crémant, c'est vrai qu'il y a des différentes régions qui font les crémants, donc parfois le consommateur peut avoir un peu de mal à comprendre exactement qu'est-ce que c'est le style. Ceci dit, nous avons beaucoup de succès justement avec Crémant de Limoux. Donc, je dirais que le crémant peut venir de n'importe quelle région tant qu'il y a vraiment quelque chose à raconter et à expliquer clairement aux clients et que le style soit vraiment abordable. OK, ben, pas d'autres questions visibles. Là, je ne crois pas en avoir oublié. Merci beaucoup. C'est moi. Merci à tous. Merci beaucoup Sarah, merci beaucoup Sébastien et Claire pour la présentation donc sur le Royaume-Uni. Nous allons donc continuer avec notre dernière destination, grand export, donc le marché du e-commerce en Chine. Et donc pour cette intervention, nous allons avoir Paul Geoffroy, donc de Business France, qui est chargé de développement agroalimentaire. Nous aurons aussi Shu Bai, la directrice de la Maison de la région Occitanie à Shanghai, et Catherine Machabert d'Adoc aussi, donc, qui est experte sur la zone Asie, qui vont pouvoir nous présenter le marché du e-commerce en Chine. C'est à vous. Oui, rebonjour à tous. Je vais juste faire une brève introduction, comme nous avons fait sur les précédents pays, au niveau des exportations vin de notre région en Chine. Donc, comme vous pouvez le voir sur les deux graphiques, les exportations des biens régionaux vers la Chine, on retrouve une évolution positive en 2021, ce après 2020, année de crise, de début de crise sanitaire, mais également après une diminution qui a été constatée aussi en 2019. Donc, toutefois, on ne retrouve pas les niveaux d'avant-crise. Mais le marché est en train de se redresser. Pour nous, la Chine, c'est le 7e marché pour les vins régionaux, le 7e marché en volume et en valeur. Comme je l'ai dit précédemment, il a été devancé par le Canada et les États-Unis depuis 2020. Par bassin de production, donc contrairement à d'autres marchés présentés précédemment, donc là, le poids du Languedoc-Roussillon du bassin du Languedoc-Roussillon est de 95% contre 5% pour le bassin du Sud-Ouest. Quand on regarde la dichotomie IGP et AOC, on constate tout de même 37% d'AOC qui vont à destination de ce marché chinois et 63% des vins sont des IGP. Et enfin, les vins de la région Occitanie représentent tout de même près de 30% des vins français exportés, ce comme en 2020. Mais il faut bien avouer qu'en 2019, c'était pas loin de 35%. Voilà, brièvement, je laisse la parole à Paul et à Pauline pour présenter plus précisément le e-commerce en Chine. Merci Catherine, bonjour à tous. Donc moi, enchanté, je m'appelle Paul Geoffroy, je suis basé à Pékin avec Pauline donc, qui est basée à Shanghai. On va vous parler du marché du e-commerce en Chine. Peut-être on l'a dit précédemment, la Chine, c'est un très gros marché très gros marché du e-commerce. C'est le premier marché mondial du e-commerce, comme vous pouvez voir sur le graphique devant vous. Les parts du e-commerce en Chine couvrent largement les parts des autres marchés à travers le monde. C'est assez impressionnant. Au jour d'aujourd'hui, le nombre d'acheteurs en ligne en Chine environne les 800 millions de personnes, ce qui représente une grande partie de la population. Il faut savoir que la grande majorité des Chinois sont constamment connectés à Internet via leur téléphone portable qu'ils utilisent pour la plupart de leurs activités au day-to-day. J'ai envie de continuer. Prochaine slide, s'il vous plaît. Pour continuer sur cette évolution que vous avez pu voir sur le graphique précédent, donc du nombre d'acheteurs en ligne en Chine, vous pouvez voir également que le chiffre d'affaires de vente au détail de marchandises en ligne évolue rapidement au cours des dernières années. Alors sur ce graphique, on s'arrête à 2020, mais il a continué à évoluer en 2021.
Donc, il faut savoir également que près d'un quart des ventes au détail donc, de marchandises physiques en Chine ont été vendues en ligne, ce qui est donc bien supérieur à la moyenne mondiale de 18%. Ça représente une grosse part de marché pour tous les acteurs de l'agroalimentaire ici en Chine. Donc, s'investir sur le e-commerce et la vente digitale apporte vraiment une plus-value à chacun de ces acteurs. Prochaine slide, s'il vous plaît. Pauline? Pauline, est-ce que tu es là? C'est une slide pour toi, celle-ci. Alors, bonjour. Ok, c'est bon. Bonjour, c'est Pauline de la maison d'Occitanie à Shanghai. Je suis contente d'être ici pour partager des informations de l'e-commerce avec vous. Alors, pourquoi le e-commerce est si développé en Chine? Il s'agirait de plusieurs raisons et on trouve qu'il y a deux qui sont remarquantes. D'abord, c'est la propagation du paiement en ligne et puis c'est la rapidité de livraison et son moindre coût. Plus de 40% de commandes en ligne pourraient être livrées à la main des consommateurs le même jour où ils passent ces commandes. Plus de 30% sont arrivés le lendemain. Et c'est donc très pratique. Beaucoup de gens vont de moins en moins au magasin et au supermarché en Chine. Et de plus, le coût de livraison n'est pas cher du tout. Ça ne coûte qu'un tiers des frais de livraison par rapport ceux aux États-Unis. Et d'ailleurs, le tarif en ligne est sans doute un autre facteur important et on en parlera plus tard. Next slide, please. Et voilà des périodes de pic de consommation en ligne. Les plus grandes fêtes en ligne sont, premièrement, les double 11, soit la période vers le 11 novembre. C'est un peu comme Black Friday en Europe. Pendant cette fête, les vendeurs en ligne vont normalement donner les meilleurs prix de l'année. Deuxièmement, c'est le 618, soit la période vers le 18 juin. Il y a d'autres saisons où les vendeurs vont faire des promotions. Il s'agirait des périodes de grandes fêtes nationales, périodes durant lesquelles les Chinois ont des congés ou s'échangent des cadeaux. Par exemple, le 1er janvier, le Nouvel An chinois, la Journée internationale de la femme et la fête nationale, etc. Next slide. L'écosystème de l'e-commerce en Chine est très compliqué. Et on les a simplifiés un peu en présentant les plateformes selon leur part de marché. Et voici un tableau qui montre les parts de marché des plateformes. Et pourquoi on pense qu'il est bien de les présenter ici? Parce qu'on sait en France, il y a beaucoup de producteurs ou enseignes qui ont leur propre site de vente en ligne, mais en Chine, n'importe dans quel domaine, c'est rare pour un producteur ou enseigne de vendre les produits sur leur propre site. Comme vous le trouverez bien, ce sont les plateformes principales qui représentent 95% part de marché, c'est-à-dire qu'ils représentent aussi la majorité écrasante des flux. Comme vous le saviez, les flux sont plutôt dans l'e-commerce. Et c'est pour ça aussi, même si le géant comme Metro n'ouvre sa boutique que sur Tmall. Et certains autres géants tels que Lancôme, marque de beauté française, même s'il a sa propre boutique en ligne en Chine, il ouvre ses boutiques sur Tmall et JD. Et les meilleures ventes sont certainement réalisées sur ces plateformes. Next slide, please. Et de différentes plateformes correspondent de différentes clientèles et de différents modes de vente. Il y a certainement de croisements, mais en gros, pour le vin, il y a 3 types de plateformes principales. Premièrement, ce sont les plateformes traditionnelles généralistes, telles que JD, Tmall et Pinduoduo. C'est relativement facile à comprendre les plateformes traditionnelles, car les ventes sont principalement réalisées par la présentation en photo, en texte et parfois en vidéo. C'est un peu comme Amazon en Europe. Et deuxièmement, les plateformes réseaux sociaux tels que TikTok et Kuaishou. Les ventes sont plutôt réalisées par vidéo ou par live stream. Les KOL ou influenceurs occupent une place importante pour ce type de plateforme. Ils font souvent des live streaming pour attirer les flux et puis pour réaliser plus de ventes.
Et troisièmement, ce sont les plateformes traditionnelles spécialistes telles que Jiuying ou Yesmewine. Ce type de plateformes sont plutôt pour des connaisseurs de vin et souvent ils le consomment à haute fréquence. Next, please. Je vais vous parler maintenant rapidement du profil type des acheteurs en Chine. Je vais rapidement passer sur le graphique de la répartition des sexes pour vous parler de la répartition par âge. Comme vous pouvez voir sur ce graphique, tout type de personnes, quel que soit leur âge, est connecté à Internet sur le marché chinois. Donc que ce soit les personnes âgées, qui représentent tout de même une plus petite part des cyberacheteurs, mais que ça aille de plus de 60 ans aux personnes de 10 à 19 ans, tout type d'acheteurs, tout type de personnes, tous les Chinois font des achats en ligne aujourd'hui. Concernant la répartition par ville en 2021, alors, il y a un système de classification des villes en Chine qu'on appelle les plus grandes villes, donc les villes de premier rang ou de nouveau premier rang, donc les grandes villes du type Pékin, Shanghai, Shenzhen dans le sud, Canton également. Et puis ensuite, quand on rentre à l'intérieur des terres, les principales villes sont les villes de deuxième rang, et puis les villes de troisième rang, quatrième rang, cinquième rang, qui sont des villes où les marchandises internationales, en tout cas, ont beaucoup plus de mal d'atteindre ces marchés-là. Donc, comme vous pouvez voir sur ce graphique, les ventes en e-commerce se font principalement donc sur les villes de premier rang et de deuxième rang et commencent à évoluer progressivement vers les villes de troisième rang et quatrième rang. Prochaine slide, s'il vous plaît. Maintenant, on va vous parler rapidement de l'impact du Covid-19 sur le marché de la consommation du vin en Chine. Alors, comme vous le savez, la Chine a été le premier pays à avoir vraiment ressenti un impact de par le Covid-19. Cela a fait que les consommateurs chinois ont été bloqués chez eux et ils se sont naturellement tournés vers le e-commerce et la consommation à domicile. Pour quelles raisons? Tout simplement, comme Pauline vous le disait plus tôt, en Chine, on se fait livrer très rapidement à la maison, donc en 20 minutes à 48 heures, en fonction des plateformes. Et ceci a amené les consommateurs de vin chinois à naturellement se déplacer donc vers la consommation de vin à domicile. Donc ce qui est important de noter, c'est qu'aujourd'hui, le e-commerce représente 30% de la consommation de vin en Chine, c'est-à-dire qu'un vin sur 3 vendu en Chine est vendu via les plateformes de e-commerce. Donc en répétant rapidement ce qu'a dit Pauline, donc il y a les 3 types de plateformes spécialisées, donc les plateformes de e-commerce spécialisées dans le vin, les plateformes plus généralistes où on trouve tout type de produits alimentaires, et ensuite les plateformes de e-commerce des propriétaires et des cavistes. Voilà, prochaine slide, s'il vous plaît. Les produits qui marchent bien en ligne ont leurs propres caractéristiques. D'ailleurs, il faudrait savoir que les produits qui se vendent très bien en ligne ne veulent pas dire qu'ils vont se vendre très bien en ligne. On a fait des sondages à des opérateurs de boutiques en ligne pour les caractéristiques de vin qui marchera bien. D'abord, ce sont les produits de grandes marques. Par exemple, Bunford, Lafite ou une marque espagnole qui s'appelle Cap Rucita Tanda. C'est en fait un produit OEM, mais il est très réussi en ligne. Il est connu en chinois comme le petit chaperon rouge. Et ensuite, c'est le vin avec la fin aromatisée complexe, belle étiquette et bon emballage. Ce type de vin est plutôt pour les consommateurs, professionnels. Ensuite, c'est le vin facile, de bon rapport qualité-prix, avec un goût qui fait plaisir aux consommateurs débutants. Enfin, ce sont les produits de segmentation. Par exemple, les vins sans alcool ou le vin à faible teneur en alcool, etc. De différents e-consommateurs sont sensibles aux différents types de vins, mais le prix est sans doute une des priorités. Ça va poser une vraie question aux opérateurs de boutiques en ligne pour le choix des produits. En fait, on pense que le choix des produits en ligne est un vrai métier spécialiste, professionnel. Une fois que les décideurs face
fasse un bon choix, ça veut dire une moitié réussite pour la boutique et l'autre moitié est le flux. Next. Next. OK. Concernant les prix, c'est important, c'est un point important. En France, il n'y a pas de différence de prix pour les produits qui se vendent en ligne et off-ligne. Mais en Chine, le système des prix est différent, très différent. D'abord, il faudrait connaître en principe deux types de produits. Le premier, on l'appelle produit omni-channel. C'est-à-dire que les produits sont vendus en même temps en ligne et off-ligne. Il s'agirait surtout des produits de grandes marques ou bien des produits qui sont vendus dans des supermarchés, par exemple le métro. Les prix en ligne et off-ligne seraient pareils. Pour la plupart des cas, on fait une vraie distinction entre les produits en ligne et off-ligne. Les produits off-ligne, c'est-à-dire qui sont vendus sur des réseaux traditionnels et qui ne vont pas être vendus en ligne parce que les prix en ligne sont moins transparents, ça veut dire plus de marge pour les importateurs et les distributeurs. Alors que pour les prix en ligne, il est bien transparent et il y a moins de marge pour les opérateurs. Si un produit est affiché en ligne, il sera difficile pour les distributeurs d'ajouter des marges et ils ne vont donc pas les prendre sur leur réseau traditionnel. Et imaginez si les consommateurs trouvent que le prix pour un même produit est inférieur en ligne par rapport au prix proposé par un distributeur. Comment ils vont réagir? Les distributeurs vont certainement perdre ses clients. En revanche, ne soyez pas étonnés si vous voyez un produit qui est vendu off-ligne et affiché en ligne. Parce que c'est en fait un jeu joué par les importateurs, car les prix affichés en ligne sont souvent plus élevés que les prix finaux off-ligne. Comme ça, ils donneraient plus de marge à leurs distributeurs off-ligne et les aideraient à établir une certaine confiance avec les consommateurs finaux. Ce sera donc important pour les producteurs de comprendre où leurs produits seront vendus en Chine, en ligne ou off-ligne. En tout cas, ne pas facilement afficher ces produits en ligne, sauf si vous avez une stratégie distinguant les ventes en ligne et hors ligne. En un mot, les produits qui se vendent off-ligne n'égalent pas ceux qui se vendent en ligne. Next slide, please. Et ensuite, comment entrer sur le e-commerce chinois? Il y a plusieurs façons et en gros, on les conclut en 4. D'abord, créer sa propre boutique. Mais on ne conseille pas parce que c'est très compliqué, sauf si vous avez une équipe de e-commerce professionnelle en Chine. Vous pouvez faire ça. Deuxièmement, créer sa boutique cross-border. C'est plutôt pour les grandes crues qui coûtent très cher ou bien les producteurs qui sont capables de prendre le risque de stocker des produits dans la zone franchie de la Chine. Troisièmement, en collaboration avec un DB. Un DB, c'est un prestataire qui s'occupe entièrement de la mise en place et de la gestion de boutiques en ligne. Mais il s'agirait des frais annuels et le DB toucherait des commissions. Ça pourrait être un grand investissement risqué. Dernièrement, le plus simple pour notre producteur régional, c'est peut-être de trouver un importateur qui connaît bien le e-commerce en Chine. C'est moins risqué car c'est aux importateurs, aux opérateurs de prendre le coût opérationnel et le risque d'échec. En conclusion, n'importe quel moyen que vous vouliez, il faudrait avant tout bien distinguer les produits en ligne et hors ligne. Next, please. Alors, on va maintenant faire un focus rapide sur l'importance du marketing et de la promotion en Chine. Il faut savoir qu'en Chine, tout va très très vite du fait que le marché se digitalise à toute vitesse et tout le monde est connecté et les informations circulent très rapidement. Et donc, ce qu'ont trouvé les acteurs de l'agroalimentaire pour rester le plus facilement au contact des consommateurs, c'est d'entrer en collaboration avec différents médias sociaux pour développer des mini-programmes ou des jeux ou directement rapporter amener les consommateurs à suivre les grandes marques donc de vins, de vignobles, de châteaux
amener les consommateurs à suivre ces acteurs-ci, à suivre leur site internet ou leur page WeChat ou leur page à ramener directement le consommateur sur la page le magasin e-commerce sur les principales plateformes. Donc, comme vous pouvez voir sur ce tableau, donc des top allégations en Chine, aliments et boissons, donc de 2017 à 2020, principalement ce qu'on retrouve sur les produits en magasin, ce sont de la publicité qui amène les clients donc à se rapprocher du producteur donc via Internet, via les médias sociaux. Prochaine slide, s'il vous plaît. Alors, Pauline vous en a parlé un peu plus tôt, mais on voudrait rentrer un peu plus dans le détail des KOL. Donc, Pauline a également mentionné un peu plus tôt donc, les journées de pic d'achat sur Internet. Donc, il faut savoir qu'en Chine, on trouve aujourd'hui ces acteurs qu'on appelle les KOL, donc qui sont des Key Opinion Leaders. Donc, ce sont des influenceurs qui sont très actifs sur les plateformes, sur les différentes plateformes et donc qui sont suivis par des millions de consommateurs chinois qui donc ils recommandent différents produits et notamment lors de ces journées donc de pic de consommation comme la journée des célibataires qui est le 11 donc le 11 novembre pardon. Certains influenceurs arrivent à faire la promotion de certaines de certaines bouteilles de vin, de certaines marques. Et comme vous pouvez le lire sur cette slide, certains influenceurs arrivent à vendre des quantités phénoménales de vin à certains consommateurs chinois. Donc, comme je vous le disais plus tôt, ils sont suivis par des millions de personnes. Et donc, un live streaming d'un influenceur peut être suivi par des millions de personnes au même moment. Et il suffit donc aux consommateurs qui suivent donc ces live streaming de cliquer directement sur un bouton pour pouvoir avoir accès à la page de vente du vin pour prendre notre sujet aujourd'hui et faire un achat en moins de 30 secondes. Donc voilà, pour la dernière phrase de cette slide, vous pouvez voir en dessous qu'à l'issue de l'édition 2020 de la Fête des célibataires, les acteurs de l'industrie du vin sur Tmall, donc la plateforme de Taobao, ont vu leur vente augmenter de 400%, donc ce qui est vraiment impressionnant. Prochaine slide, s'il vous plaît. Et voilà la boutique Sud-France sur Tmall. Elle est créée au début 2021. Elle a actuellement 14 producteurs et 33 produits, dont la moitié est d'Armagnac. 40% est vin rouge et le reste est d'autres types de vins. Et en fait, au début, il y a beaucoup plus de vins qui sont affichés sur la boutique, mais au cours d'un an, l'opérateur a dû enlever les produits qui ne marchent pas bien. Le e-commerce est parfois un processus d'essayer tout type de produits jusqu'au jour où l'opérateur trouve les produits adaptés en ligne. D'après notre échange avec l'opérateur de la boutique Sud-France, le but du chiffre d'affaires pour l'an 2022 est d'environ 700 000 €. C'est ambitieux, mais on ne peut pas dire que c'est un rêve irréalisable. En revanche, on pense qu'une fois que l'opérateur trouve les bons produits et les bons moyens pour attirer les flux, c'est totalement réalisable. Cette année, la stratégie de l'opérateur est non seulement d'essayer de différents produits, mais aussi de chercher à collaborer avec des influenceurs pour attirer les flux. Par exemple, récemment, il est en train de voir la collaboration avec des influenceurs sur Xiaohongshu. Xiaohongshu, c'est une application réseau social où il y a beaucoup de gens qui recommandent de bons produits. C'est un très bon moyen pour attirer les consommateurs. Et ils ont déjà fait un essai pour un produit de bonne masse et ça marche très bien. Et actuellement, pour la maison, on reste en contact étroit avec l'opérateur et lui offre des occasions pour choisir les produits. Par exemple, en avril, il va participer à la convention bio en ligne et j'espère qu'il va choisir des produits adaptés à la boutique. Oui. Merci. Merci pour votre temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Laurent, s'il y a des questions dans le chat, merci beaucoup à Pauline et Paul pour cette présentation très intéressante. Eh bien, pour l'instant, Estelle, pas de questions. Mais généralement, elles viennent quand c'est l'heure.
des questions. Donc, je surveille le prompteur. Ah voilà, la première est arrivée. Est-ce qu'il y a une idée des budgets pour recruter un call? Un KOL. Pauline, tu veux répondre ou tu veux que je me lance? Ça dépend, hein, parce que par exemple, tout à l'heure, Paul a mentionné Li Jiaqi, ça coûte très cher. Je ne sais pas le tarif, mais c'est vraiment très cher. Je ne peux pas imaginer. Parce qu'il y a tout type des influenceurs ou KOL. Tout à fait. Aujourd'hui, le métier de KOL, ça s'est vraiment développé en Chine et on trouve tout type de KOL, donc et qui sont développés dans tout type de secteur. En général, dans les métiers du vin, les KOL sont relativement ça peut être relativement cher. C'est aussi régulé en fonction du nombre de followers qu'ils ont sur leur profil. Donc plus ils ont de followers, plus ils assument qu'ils vont atteindre une communauté plus large, et donc ça peut, les prix peuvent escalader très rapidement. Oui. Mais pour l'influenceur dans le vin, par exemple, si on travaille avec un master en vin, c'est aussi un KOL. Ça coûte environ 30 000 RMB. 30 000 RMB. D'accord, merci. Alors, quelles sont les alternatives pour trouver un importateur de Carole Marestin? Pour livrer du vin depuis Hong Kong. Depuis Hong Kong ou depuis la France, c'est pareil pour la douane en Chine. La première question, c'était quelles sont les alternatives pour trouver un importateur? Alors, il y a différentes solutions. La solution qui aurait pu vous être proposée avant la période Covid, quand les frontières étaient ouvertes, ça aurait été de directement venir à la rencontre des importateurs ici sur le marché chinois pour leur présenter vos produits et espérer qu'il y ait un intérêt. Et à partir de là, il faut développer une relation professionnelle avec ces derniers. Une autre, aujourd'hui, nous organisons différentes réunions digitales pour vous présenter différents importateurs. Alors, la maison ad hoc, je ne sais pas si vous le faites, nous le faisons à Business France, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout se fait via le digital. Donc, en présentant vos produits d'abord, puis en envoyant d'abord des échantillons de vos produits, et puis s'il y a un intérêt, développer une relation via le digital. D'accord. Une personne qui a un stock à Hong Kong demande si elle peut livrer facilement ces alcools. Lino, si vous pouvez préciser peut-être votre question, je ne sais pas si elle était très précise. Pendant ce temps, une autre question peut-être, oui. Ou alors, répondez. Pauline, allez-y. Oui. Même si vous disposez d'un stock à Hong Kong, c'est pareil en fait. Il faudrait que les produits passent par la douane de la Chine. C'est-à-dire il faudrait payer les taxes qui sont à peu près plus de 40% du prix. D'accord. Alors, une question de Maëva et Romain. Quels accès aux infos avons-nous, aux importateurs chinois? Quels accès aux infos avons-nous, aux importateurs chinois, avant de pouvoir travailler avec les différentes plateformes telles que Taobao et Tmall, en e-commerce, bien sûr. Quels accès aux infos? Il faudrait poser la question aux importateurs avant de leur vendre les produits. Il faudrait voir avec les importateurs. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous les écrivez en direct dans la conversation. Sinon, on a encore quelques minutes, hein, je crois. Oui, on peut prendre encore. On en a une de Franck par-dessus. Alors, l'augmentation de la part de marché des ventes en ligne se fait-elle au détriment de circuits traditionnels ou pas, en fait?
En parallèle à l'implantation. Est-ce que le e-commerce mange sur le secteur traditionnel dans sa croissance? On n'a pas des chiffres, mais on ne pense pas que ça va. C'est au détriment des produits traditionnels parce que le vin est un produit qui demande des environnements conviviaux. C'est pour leur présenter les produits face à face aux consommateurs. Donc, on ne pense pas qu'il y a une influence. Mais aujourd'hui, il y a vraiment deux types de consommateurs de vin en Chine. Il faut savoir également que la consommation de vin, les consommateurs chinois de vin gagnent en connaissance sur le marché du vin. C'est un produit qu'ils découvrent depuis récemment pour la plus grande majorité de la population et c'est un produit qu'ils apprécient. Du coup, ils sont de plus en plus nombreux à se renseigner sur leurs produits. Et, pardon. Et donc, nous avons donc une première catégorie de consommateurs de vin qui découvrent ce type de produit, donc qui aiment découvrir de nouvelles bouteilles et ça ne les dérange pas de découvrir des nouvelles bouteilles sur Internet. Et ensuite, vous avez les consommateurs de vin qui sont plus accomplis et qui, eux, continuent encore à aller acheter leurs bouteilles dans les différents cavistes ou dans les circuits traditionnels comme formulé dans votre question. Ce qu'on peut voir aussi dans les données qui ont été communiquées, c'est que les importations ont augmenté jusqu'en 2017 où elles atteignaient 2,6 milliards de dollars, d'euros en fait, et elles sont en baisse depuis lors. Et elles sont à 1,34 milliard en 2021. Et en parallèle de ça, on voit qu'en 2019, il y avait une augmentation importante sur les canaux e-commerce. L'e-commerce représentait 30% du canal total, enfin des ventes totales. Donc, ça répond un peu à la question, ces deux chiffres. Ça dit qu'apparemment, oui, il y a un peu de cannibalisme. Le marché chinois est un très grand marché. C'est un marché à développer par les importateurs. Donc, il y a un vrai potentiel. D'accord, il y a un potentiel puisqu'on voit qu'il y a une chute et que ça te donne l'impression que le marché va se rattraper à un moment ou à un autre de toute façon. Il n'y a plus de questions, Laurent? Peut-être. Quelle méthode de... Si, j'ai une dernière question alors. Alors, une reformulation de la question précédente. Est-ce que vous avez des bases de données d'importateurs chinois? Et une autre question, je la pose en même temps. Quelle méthode de promotion et de branding pour nos vins sont préférées par les importateurs de vins français? Les vins français sont mieux vendus via quel canal? Via quelle méthode de promotion? Si je peux peut-être me permettre de répondre sur les bases de données d'importateurs chinois, c'est toujours pareil comme sur tous les pays. Hein. On ne communique pas de base ni Business France ni Haddock. Nous, on a simplement quand même sur notre site internet donné Haddock des bases d'importateurs selon les pays qui sont à destination des entreprises d'Occitanie et qui sont gratuites. Donc mais seulement les importateurs changent tellement très souvent, enfin les contacts plutôt changent tellement qu'il est très difficile de les tenir à jour. Et puis une base d'importateurs chinois, bon, ça veut dire un mailing derrière pour pouvoir contacter ces importateurs, c'est pas forcément la meilleure façon. Ils sont ultra sollicités. Il y a le problème de la barrière de la langue. Ils répondent très peu. Et en fait, la communication se fait principalement par WeChat, pas par mail. Et donc, en fait, à l'heure actuelle, effectivement, c'est participer à des missions en digital ou participer à des missions avec des relais locaux pour aller à la rencontre des importateurs. Voilà, la liste ne suffit pas, hein, c'est la façon d'approcher qui compte. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors oui, sur les canaux, quelles sont les méthodes de promotion et de branding pour les vins français
quelles sont les méthodes préférées par les importateurs, hein? Premièrement, je pense que c'est de participer aux événements de prospection et de promotion avec les importateurs. Par exemple, les salons, les missions de prospection dans les villes secondaires en Chine. Ça, c'est apprécié par les importateurs. Donc, d'être physiquement à leur côté, ouais, c'est ça? Oui. Oui. Deuxièmement, c'est d'être sur place pour organiser des événements sur le vin avec les importateurs. Parce que l'image française, c'est très bien pour donner la confiance aux consommateurs et aux distributeurs. Mais là, c'est un peu difficile à cause de Covid. Mais après le Covid, essayer de venir en Chine pour organiser des événements avec les importateurs. Donc Pauline, vous dites qu'il faut avoir une présence physique et puis faire du promotionnel, organiser des événements, soit directement avec les importateurs, soit avec, via les opérations qui existent. Déjà, il y a combien de VIE actuellement en Chine? Combien de quoi? De VIE, c'est une question en plus pour la partie Business France qui le sait peut-être. Pour le vin, dans le vin, est-ce que le VIE est une question qui répond à des problématiques de marché chinois? Tout à fait. Comme Pauline disait plus tôt, le fait d'avoir même une présence physique minimum en Chine à travers un VIE ou un autre type d'acteur qui est directement lié à votre vignoble ou à votre entreprise de production, ça permet rapidement de mettre les entreprises chinoises en confiance. Parce que comme Pauline vous l'a dit, et comme on l'a répété un peu plus tôt, il y a beaucoup d'acteurs et tout bouge très vite en Chine. Et donc, le fait d'avoir même une présence minimum sur le marché chinois met très rapidement plus facilement développe une relation professionnelle plus facilement avec les importateurs chinois, et ça vous permet également de suivre plus facilement la promotion de vos produits sur les différentes plateformes de e-commerce. Parce que c'est vrai que quand on délègue toute la promotion de votre produit, vous étant en France et eux étant en Chine, on peut vite perdre le contrôle de la présence de son produit, et il peut être présenté à tout type de personnes, que ce soit des professionnels ou des consommateurs, et ce n'est pas toujours voulu. Voilà. Très bien, merci. Je ne vois pas d'autres questions. Peut-être que je peux te passer la main. Merci beaucoup, Laurent. Merci beaucoup à Pauline et à Paul pour ces interventions. Peut-être que Catherine, tu veux dire un mot de clôture pour ce webinaire? Ouais. Philippe rappelait qu'il y avait 203 VIE en poste début février en Chine et Hong Kong, tous secteurs d'activité confondus. 203 jeunes entre 18 et 28 ans qui représentent leurs entreprises françaises. Voilà, je te laisse la main. Juste un mot pour vous remercier de votre attention, remercier tous les intervenants au nom de la Team France Export Occitanie pour ce balayage sur 3 pays à travers le monde sur le thème du e-commerce. Donc, comme vous le savez, cette présentation est enregistrée. Nous vous enverrons également la présentation. Et puis, nous vous donnons rendez-vous, soit personnellement lors de rendez-vous Viti, que nous avons lors de ces 2 jours, voire aussi la semaine prochaine. Et puis, rendez-vous à la prochaine session qui devrait avoir lieu peut-être en juin-juillet. Voilà. Nous sommes tous la Team France Export, donc BPI, la région Occitanie, ADOC, Business France, les CCI, tous développeurs export à votre disposition pour vous accompagner dans votre démarche à l'international, ainsi que nos partenaires, les douanes, l'INPI, que j'ai vu étaient présents aujourd'hui. Voilà, bonne journée à tous. Et à très bientôt pour viser l'international. Merci beaucoup.